Bonsoir, Dr Diop. Bonsoir, Valdez. Je vous laisse vous présenter à nos internautes. Alors, je m'appelle Moussa Diop. Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication aussi, enseignant-chercheur. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de la rédaction d'Africa Check pour ce mois de mai 2025 pour discuter d'une question essentielle, centrale qui occupe l'espace public aujourd'hui au Sénégal et ailleurs. Il s'agit de la question liée à l'intégrité de l'information, une question sur laquelle Africa Check travaille, s'emploie en tout cas à travailler. Et je voudrais qu'on en discute de cette question qui, très rapidement, quand on parle d'intégrité de l'information, cela suppose qu'on parle de fiabilité, d'exactitude, d'impartialité de l'information. Cela implique aussi que les données, les informations transmises sont vérifiées, sont exemptes de toute manipulation et sont présentées de manière transparente. Qu'est-ce qu'on peut apprendre davantage quand on parle d'intégrité de l'information pour démarrer cette entretien? Alors, dans la question effectivement de l'intégrité de l'information, c'est vrai qu'on parle de médias libres, indépendants et pluralistes. On parle aussi de la responsabilisation, surtout aussi des publics. Responsabilisation des publics. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut aussi que le public dispose des outils nécessaires pour pouvoir effectivement avoir une pratique informationnelle saine. Vous voyez, donc la responsabilisation, ce n'est pas simplement faire effectivement de l'éducation aux médias, c'est aussi faire comprendre ou bien ce qu'on appelle l'éducation à la désinformation, faire comprendre aux individus les différents mécanismes, d'une part de la construction de l'information, mais aussi les mécanismes et les acteurs dynamiques de la désinformation. Il y a cet élément intéressant, il y a aussi la question des entreprises technologiques, c'est-à-dire comment ces entreprises-là peuvent contribuer aussi à installer un environnement informationnel sûr, déjà, effectivement, peut-être en rendant aussi parfois les données accessibles, les data, puisqu'ils utilisent nos data, mais aussi pouvoir aussi contribuer dans les programmes d'éducation aux médias, etc., etc. Justement, si on reste dans le contexte stricto sensu sénégalais, quels sont les principaux défis liés à cette question d'intégrité de l'information aujourd'hui dans l'espace médiatique sénégalais surtout? Alors, dans l'espace, il faut d'abord préciser que l'espace médiatique sénégalais, comme tous les autres espaces médiatiques, est en pleine mutation, en train de se transformer puisqu'il y a de nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Ces acteurs-là qui ne sont potentiellement pas des journalistes, mais qui disposent aussi des outils pour produire des contenus. Moi, je les appelle pas encore de l'information, je les appelle des contenus. Parce que l'information, il y a un certain nombre de préalables qui permettent de dire, voilà, ça c'est une information. Donc, les défis, c'est d'abord clarifier cet environnement-là. Qui sont ces acteurs-là? Quelles sont leurs trajectoires? Quels sont leurs objectifs? Parce que leur activité impacte justement sur la perception de l'information et la fiabilité, même la confiance qu'on pourrait accorder à un média. Je n'ose pas dire reconnu, mais en tout cas à un média d'information. D'accord? Ça, il faut clarifier cet espace-là, qu'on comprenne qui sont les acteurs. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est aussi une responsabilisation des journalistes, les acteurs de la presse, parce qu'il faut aussi qu'ils intègrent dans leur pratique éditoriale cette question importante de l'intégrité de l'information, qu'ils soient beaucoup plus regardants dans leur travail de collecte, de traitement et de diffusion, mais aussi qu'ils soient aussi, comment on va dire, inscrits dans une sorte de redevabilité. Vous voyez, inscrire leur activité informationnelle dans des principes vraiment ancrés. Savoir que l'information est un service public et elle est dans le sens d'un média d'intérêt public. Vous voyez, ce qui est un grand pas à faire. Responsabilisation des acteurs de la presse, mais aussi responsabilisation des consommateurs de l'information. Qu'ils sachent que leur pratique informationnelle, effectivement, peut-être individuelle, je lis un site internet, je m'informe, etc. Mais cette information-là que je consulte, je suis aussi inscrit dans des dynamiques de partage. Faire attention à ce que je partage. Et donc, il faut que ces publics-là aient une connaissance justement des dynamiques qui peuvent impacter la fiabilité, la qualité, en tout cas, de l'information qui est partagée. Donc, je parle d'une responsabilisation de deux acteurs, le public,
les acteurs de la presse, mais une clarification de cet espace médiatique-là. Au-delà de ça, il y a aussi l'État qui doit jouer son rôle, hein, justement, de facilitation, on va dire, entre guillemets, de régulateur. Parce que bon, régulation de l'État, ouais, mais surtout autorégulation des acteurs du secteur, que les journalistes eux-mêmes trouvent les moyens de réguler leurs pratiques et les pratiques de leurs pairs. Voilà. Vous évoquiez, c'est très intéressant parce que vous évoquiez au début de votre réponse cette perte de crédibilité qu'on constate au niveau des médias. Ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est un problème qui est observable un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, face à cette tentative de manipulation de l'information, face au contexte que nous traversons, comment, ici au Sénégal, les médias et les acteurs du secteur de l'information de manière globale peuvent faire pour contribuer à renforcer ou à restaurer leur crédibilité? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'annonçais tout à l'heure l'idée d'inscrire les pratiques éditoriales, journalistiques dans l'esprit de redevabilité. On parle d'évoluer de médias qui font du service public à un média d'intérêt public. De faire de l'information, en fait, un bien public. Quand on comprend que l'information est un bien public, ça veut dire qu'il faut, dans ce cadre-là, revoir, réévaluer ces pratiques professionnelles en tant qu'acteur de l'information. Augmenter une notion le curseur concernant la crédibilité, voir qu'un journaliste n'a que sa crédibilité. Une fois, dès lors qu'il perd sa crédibilité, l'essentiel de ton activité tombe à l'eau. Voir aussi que, au-delà de la question de la crédibilité, renforcer les compétences professionnelles. C'est-à-dire que le journaliste doit être constamment en formation parce qu'il y a des nouvelles technologies, entre guillemets, qui apparaissent, des nouveaux outils qui apparaissent. Il faut que, l'idée, ce n'est pas d'en faire un informaticien ou un expert en IA, mais l'idée, c'est qu'il ait suffisamment de culture numérique, technologique pour pouvoir adapter ses pratiques professionnelles à ces outils-là, parce que derrière ces outils-là, il y a aussi des logiques d'usage. Il y a des individus qui vont orienter leurs pratiques informationnelles. Derrière, pour faire simple, il y a des gens qui ne regardent plus ni la télé ou qui ne lisent plus le journal, papier. Ils sont surtout sur les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, il y a une pluralité d'acteurs. Il ne faut pas que les journalistes, à travers le b.a.-ba du journalisme, à travers le code de déontologie et d'éthique, qu'ils soient absents de ces sphères-là, qu'ils laissent le champ vide, pour laisser donc le champ vide à des acteurs, voilà, dont les agendas sont peut-être peu connus, mais en tout cas qui sont inscrits dans des stratégies. Voilà. Donc, il y a cette, crédibilité, la question de la formation professionnelle, donc en lien avec les écoles, etc. Mais aussi, il y a la question de, comment je pourrais dire, de l'éthique personnelle, tout simplement. Ça, il faut pas inventer, on ne peut pas réinventer la roue, quoi. Il y a des règles qui sont déjà établies, qui sont là. L'éthique personnelle fait qu'un journaliste va décider de publier une information qu'il aura au préalablement vérifiée. Il sait que c'est vrai dans des conditions de vérifiabilité qu'on connaît et qu'il publie. Oui, mais ça, on l'apprend à l'école de journalisme. Mais comment, parce que ça reste quand même quelque chose de personnel, vous avez dit éthique personnelle, mais comment amener les gens les journalistes à systématiquement prendre en compte cette notion d'éthique dans leur travail, parce que c'est quelque chose qui s'enseigne déjà en école de journalisme, mais qui n'est pas toujours pratiqué une fois qu'on est sur le terrain. Mais comment l'imposer en quelque sorte? Si on va aller dans le sens de l'imposer, on va penser à la loi, mettre en place des lois, non pas pour faire taire un journaliste, mais en tout cas, montrer que si vous faites telle chose, telle X, Y, Z, c'est une infraction qui est punie par la loi et que vous allez devoir payer une amende très forte et vous êtes obligé publiquement de rectifier ce que vous avez fait. Peut-être on peut aller dans ce sens-là, parce que je ne suis pas trop pour qu'on enferme des journalistes parce qu'ils auraient fait un délit d'opinion. Non, mais en tout cas, il faut renforcer l'arsenal juridique pour encadrer le métier, parce que ce métier est pénétré de toutes parts
par des acteurs que je disais tout à l'heure. Et donc, il faut avant tout aussi protéger l'information, c'est un bien commun, c'est un bien public, mais il faut aussi protéger le journaliste dans l'exercice de sa fonction. Très bien. Vous avez tantôt parlé des plateformes technologiques, vous avez parlé d'intelligence artificielle, c'est un peu le sujet de l'heure. Quel rôle ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, quel rôle est-ce que cela joue dans la préservation ou la détérioration de l'espace médiatique, de l'intégrité de l'information? Alors, ces outils offrent une palette de possibilités, à la fois aux journalistes comme aux non-journalistes. Par exemple, vous pouvez aller sur une intelligence artificielle, une application d'intelligence artificielle, vous lui donnez une commande, vous dites, rédige-moi un article de X signes sur tel, voilà la langue que je veux, etc., etc. Il va le faire. Mais là, ce sur quoi on ne fait pas attention, c'est qu'en fait, ces outils-là vont dans le sens d'une standardisation, en réalité. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez des modèles, en fait, de contenu préfabriqués qu'ils vont vous répéter à chaque fois. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux étudiants. Quand vous avez utilisé une intelligence artificielle, ça se voit, en fait, dans vos copies. Il y a un certain nombre de mots qui reviennent systématiquement, comme crucial, par exemple. Ouais. Donc, c'est une standardisation, ça tue presque, en fait, l'imagination. Mais, du coup, c'est des outils et des palettes de possibilités. Je ne suis pas binaire en disant que oui, ça va soit détruire ou améliorer. Il y a des possibilités réelles d'amélioration tant que les journalistes, les acteurs de l'information se positionnent, d'accord, dans le sens de maîtriser ces outils-là et qu'ils les utilisent comme, en fait, des supports. Ne pas leur confier l'ensemble de leurs tâches, mais les utiliser comme quelqu'un qui utilise un stylo, quoi, pour écrire sa pensée sur du papier. Voilà, c'est des supports. C'est quelque chose qui peut améliorer la productivité, d'accord? Repréciser des angles, raffermir en tout cas certaines informations, étudier des grosses masses de données, effectivement. Mais ça ne va pas remplacer le travail essentiel du journaliste. D'abord, donc, je ne suis pas binaire dans le sens de ça va détruire ou faire une grande évolution, mais ce que je propose, c'est que les journalistes se positionnent, que les entreprises de presse se positionnent, prennent à bras le corps, restent dans la prospective, soit dans la prospective pour anticiper. Parce qu'on est dans un monde qu'on dit complexe et qui est en perpétuelle mutation. On parle aujourd'hui d'intelligence, on parlait de ChatGPT, il n'y a pas longtemps, on a parlé de DeepSeek. L'apparition de DeepSeek a causé un énorme trouble dans la presse. Voilà. Ça a été presque une révolution. Effectivement, ouais. Donc, il faut quand même inscrire dans ces maisons de presse-là des possibilités de prospective, d'anticiper, voir ce qui va arriver d'ici 5, 10, 15 ans et commencer à s'approprier. S'approprier pour pouvoir innover en termes d'offres rédactionnelles, en termes de produits rédactionnels, en termes de format. Tout ça, c'est intéressant et c'est formidable comme aventure, je veux dire. Je veux qu'on termine là-dessus. Peut-être que c'est une autre conversation qu'on pourrait avoir plus tard, mais sur la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle, vu qu'on parle d'intégrité de l'information, ça a un peu trait aussi à des questions d'éthique. Il y a aujourd'hui deux écoles qui s'affrontent quant à l'usage de l'IA en journalisme. Celle qui dit non, il faut pas du tout s'appuyer sur les IA parce que voilà, c'est un peu parfois de la malhonnêteté intellectuelle, et d'autres qui disent ce que vous venez de dire en disant voilà, ça peut servir de support pour améliorer le travail du journaliste, ne serait-ce qu'en lui permettant de gagner du temps. Est-ce que vous avez déjà la même lecture de la situation et quel est votre avis là-dessus? Effectivement, sur l'utilisation de l'IA, il y a deux écoles. Récemment, on a fait un article avec le directeur Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI, et Ibrahima Benjamin Diagne, je salue au passage. Mais on a fait un article sur l'impact de l'IA, en fait, dans le journalisme au Sénégal. Enfin, le journalisme, en tout cas, les pratiques rédactionnelles des journalistes au Sénégal. On voit qu'effectivement, même si les journalistes sénégalais ne l'avouent pas, ils utilisent les intelligences artificielles. En tout cas, une grosse partie utilise les intelligences artificielles. Donc, pour plusieurs tâches. Vous voyez. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand même, ça
comme je disais tout à l'heure, la productivité, les angles, innover en termes d'angles, de format, etc. C'est très intéressant. Je ne suis pas pour qu'on bannisse l'utilisation de l'IA, mais il faut des chartes. C'est-à-dire, il faut un cadre clair. Que je dis, OK, on y va, mais voici les règles qu'on va édicter pour encadrer l'usage de l'IA dans nos maisons de presse. Donc, alors là, c'est un principe de transparence. Et aussi, en plus de ça, le lecteur ou je ne sais pas, l'auditeur qui va lire, c'est vrai que c'est un peu difficile, qui va lire ou consommer votre produit saura que vous avez utilisé l'IA dans une certaine mesure. Voilà. Mais pour moi, je suis pour la mise en place d'une charte, c'est-à-dire un consensus entre les acteurs pour dire voilà comment on va l'utiliser dans telle proportion. Plutôt que de faire comme si, ouais, non, on n'en veut pas, alors qu'en réalité, c'est utilisé. En réalité, c'est utilisé et le lecteur, l'auditeur ne le sait pas. Ne le sait pas. Donc ça rompt avec le principe de fiabilité, de transparence et presque même de loyauté. Donc, tous ces éléments qui rentrent dans le cadre de l'intégrité de l'information. Mais en même temps, quand je dis ça, je suis conscient que dire qu'au Conseil du journalisme sénégalais, on utilise l'IA, ça peut provoquer un effet assez énorme. Ah oui, tiens, ils ne font plus du journalisme maintenant, voilà, ils confient tout à les machines. Ça demande de la discussion. Et justement, une discussion à avoir. Donc, Dr Diop, merci d'être passé à Africa Check. Merci. Et, on espère vous revoir très, très bientôt. Très bientôt. Merci. Africa Check. En savoir plus, faire mieux.